D'abord déclencher l'enregistrement. Donc bonjour aux étudiantes de l'INSA, je m'appelle André Ménache et j'autorise l'enregistrement de cette interview. Donc à vous à poser vos questions. Super, merci. Du coup, est-ce que vous pouvez commencer par présenter votre parcours et l'association? Donc j'ai fait mes études en Afrique du Sud, d'abord en zoologie et ensuite en médecine vétérinaire. Aujourd'hui, je suis conseiller scientifique pour plusieurs associations de défense animale en France et à l'étranger, notamment en France, l'association Antidote Europe, qui a été créée par des anciens chercheurs du CNRS œuvrant pour une meilleure prévention en matière de santé humaine. Voilà plus ou moins une introduction. D'accord. Du coup, pour One Voice, vous êtes pareil, vous êtes conseiller, c'est ça? Et oui, je suis également consultant pour One Voice ponctuellement. D'accord. Et ça consiste en quoi exactement d'être consultant? Enfin, Alors, par exemple, donc si on me demande un avis d'expert sur l'expérimentation animale, j'ai également accompagné One Voice à une visite sur un élevage de chiens à Mézy. Je ne sais pas si vous connaissez j'ai l'élevage regardé de votre chiens. vidéo et vous en parliez. Donc, voilà. Donc, par exemple, là, j'ai accompagné un huissier et j'étais en tant que sachant. Donc, justement, pour inspecter les lieux, pour vérifier l'état des lieux. Et actuellement, il y a un procès en cours contre cet élevage. Je ne peux pas vous donner trop de détails là-dessus, mais pour donner, c'est un exemple de la collaboration avec One Voice. Et donc, dernièrement, et je pense que je vous ai transmis l'enregistrement du webinaire que nous avons. Oui. Voilà, donc c'était pour marquer 24 avril, c'est la journée mondiale pour les animaux dans les laboratoires. Et donc, nous avons collaboré pour transmettre pour diffuser cette vidéo sur l'état des lieux. D'accord. Ok. Pardon. Et du coup, vis-à-vis de votre cursus ou vos études, vous avez été en lien avec l'expérimentation animale? Vous l'avez utilisé, oui, pratiqué? Alors, d'abord, je note, je vais vous envoyer mon CV, hein, mon CV, comme ça vous pouvez voir mon parcours, mais pour vous donner un résumé, donc concrètement, oui, à partir de mes études vétérinaires, j'étais interpellé et perturbé par l'expérimentation animale et je me suis déjà lancé dans des débats avec des chercheurs et des médecins qui pratiquaient l'expérimentation animale. Et j'avais à peu près toujours la même réponse. C'est soit votre chien, soit votre enfant, ou nous aimons les animaux, mais nous aimons les bébés encore plus, ou c'est un mal nécessaire. Et donc, je n'avais pas de réponse à ce genre d'argument. Et c'est ce qui m'a poussé à chercher des arguments scientifiques. Et cela fait 40 ans donc depuis la fin de mes études vétérinaires, que je cherche des réponses. Je ne dirais pas que j'ai toutes les réponses, mais j'ai beaucoup de réponses et j'ai eu de la chance de rencontrer des scientifiques, des chercheurs qui sont opposés à l'expérimentation animale. J'ai également eu l'occasion de rencontrer des gens qui ont développé des technologies très performantes, comme par exemple organes sur puce, entre autres, justement pour remplacer les tests dans le cadre de la réglementation. Justement, les organes sur puce, vous en parlez dans votre vidéo. Donc, vous dites qu'on utilise des tissus, des tissus humains, soit des personnes qui ont donné leur corps à la science, ou vous parlez par exemple des tissus graisseux. Mais du coup, je ne comprends pas exactement comment ça fonctionne. Genre, une fois qu'on a les tissus, qu'est-ce qu'on fait avec?
Donc Comment ça? aujourd'hui, on essaye de reconstituer, si vous voulez, l'organe à une mini-échelle, donc vraiment microscopique. Donc, en essayant de reproduire les différents types de cellules qu'on trouve dans l'organe, d'abord. Deuxièmement, créer une structure en 3 dimensions, parce que la plupart des cultures cellulaires sont en deux dimensionnelles, donc dans les assiettes pétries que vous connaissez, dans les éprouvettes, etc. Et tout ça, c'est 2 dimensionnel, et là, on perd beaucoup. Donc, la forme est importante également. Et donc, aujourd'hui, nous avons l'occasion d'obtenir des tissus, par exemple, des déchets chirurgicaux destinés à l'incinération. Eh bien, là, vous avez des cellules primaires, donc pas des cellules en continu. Parce que la plupart des cellules que vous pouvez obtenir aujourd'hui pour la recherche, ce sont des cellules cancéreuses. Donc, elles se propagent en perpétuité. Mais malheureusement, elles ont perdu certaines caractéristiques. Elles sont utiles pour certaines études. Mais l'idéal, ce sont les cellules primaires. Donc, les cellules issues du vivant, avec le consentement éclairé évidemment du patient, ou après la mort, tout de suite après la mort. Et là, vous avez la possibilité de prélever des cellules humaines primaires. Alors, la technologie évolue. Donc, si auparavant, on pouvait garder ces cellules primaires quelques jours avant qu'elles périssaient, eh bien aujourd'hui, les technologies nous permettent de les garder en vie 6 semaines, voire plus. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. C'est intéressant du point de vue méthodologique, vu que ce sont des cellules humaines d'abord, et pas des cellules animales. Donc, ça, c'est la première chose. C'est plus pertinent pour la santé humaine. Et puis, deuxièmement, oui, c'est vrai que nous avons besoin d'étudier un système vivant complexe entier. Et donc, en fabriquant les mini-organes, à partir également des cellules souches humaines, entre parenthèses, on peut également aujourd'hui obtenir des cellules souches humaines, des volontaires avec leur consentement éclairé, ou même du cordon ombilical du nouveau-né. Pas besoin d'aller chercher des cellules embryonnaires, parce que ça fait polémique. Et aujourd'hui, avec les technologies disponibles, on est capable de programmer des cellules souches humaines adultes pour créer des cellules neuronales, pour créer des cellules du foie, etc. etc. C'est assez incroyable ce que nous pouvons faire aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies. Donc, évidemment, on veut étudier un système vivant complexe entier. Le problème avec l'utilisation des animaux, c'est que le chien, le système vivant complexe entier du chien ne représente pas ce qui se passe chez un chat, ni un rat, ni l'humain. Parce qu'aucune espèce n'est un modèle biologique pour une autre espèce. Ça, c'est quelque chose de basique que, malheureusement, à mon avis, on n'enseigne pas suffisamment dans les formations pour les jeunes chercheurs qui vont directement de leurs études universitaires. Ils sont brillants et brillantes, mais ils se lancent dans leur carrière tout de suite après leurs études et ils se trouvent dans leur bulle. Et à mon avis, il y a un certain manque de critique, d'esprit critique et de se poser des questions par rapport à la méthodologie, de se poser des questions par rapport à l'épistémiologie, ça veut dire les racines de la connaissance, et à la complexité, surtout la complexité. Parce qu'une fois qu'on comprend ce que c'est la complexité en biologie, on comprend tout de suite qu'on ne peut pas extrapoler des données issues d'une espèce à une autre espèce. C'est déjà compliqué entre humains, entre hommes et femmes, enfants, adultes, etc. etc. Là déjà, c'est compliqué. Alors, il ne faut pas essayer de transposer des résultats, des données issues d'une espèce à une autre espèce. Et donc, aujourd'hui, nous rapprochons petit à petit à cet idéal. C'est donc le système vivant complexe entier. Et nous avons aujourd'hui l'homme sur puce ou femme sur puce, où vous avez 10 organes différents, tous relayés ou liés entre eux par ce que l'on appelle la microfluidique. La microfluidique, ce sont
tout simplement des tuyaux très très fins qui permettent la circulation des métabolites d'un organe à l'autre pour voir comment est métabolisée une substance ou un médicament, etc., etc. Ok. Mais est-ce que vous pensez que justement cette technologie, elle est suffisante ou dans certains cas, pour la recherche, il serait nécessaire quand même d'utiliser les animaux parce que technologiquement, pour l'instant, c'est peut-être assez compliqué de s'en passer. Alors, je vais vous donner un exemple très, très simple, mais très, très clair. C'est selon la Haute Autorité de sécurité sanitaire aux États-Unis, le FDA, sur 10 médicaments ou 10 molécules qui ont réussi les tests sur les animaux, normalement un rongeur et un non-rongeur, sur ces 10 molécules prometteuses, si vous voulez, 9 sur 10 vont échouer au cours d'essais cliniques chez les humains à cause de manque d'efficacité ou à cause de toxicité. Donc, cela représente un taux d'échec de 90%, ce qui est énorme. Par contre, aujourd'hui, pour être accepté au niveau réglementaire, on s'attend que une méthode, prenons par exemple une méthode pour remplacer un test sur les animaux, dont je vous ai parlé, donc des cellules, etc., organes sur puce. Le taux de fiabilité de ces méthodes-là doivent atteindre les 85 à 90%, le taux de fiabilité ou prédictibilité, afin d'être considéré comme rigoureusement scientifique et pertinent pour la santé humaine. Donc, vous voyez cet écart énorme. Le modèle animal est tout simplement pas capable d'atteindre ces niveaux. Tout au meilleur, je vais vous expliquer la différence. Quand on teste une molécule uniquement pour savoir à quel point elle est toxique, le modèle animal peut atteindre, dans les meilleurs des cas, un taux de 60% de fiabilité. Ça, c'est dans les meilleurs des cas. Alors, 60%, ce n'est pas beaucoup plus que 50% pile ou face. On est d'accord? Alors que les méthodes donc les méthodes de remplacement, les méthodes utilisant du matériel humain dont nous disposons aujourd'hui, pas forcément un seul test, mais plutôt une gamme de tests pour éviter des résultats faux positifs et faux négatifs. Là, on atteint les 85 à 90%. Donc, nous y sommes. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas comparer les résultats, les données issues des tests sur les animaux parce qu'ils vont toujours échouer au niveau de fiabilité. Donc, je vais vous donner l'exemple de si on étudie uniquement la toxicité, dans les meilleurs des cas, le modèle animal atteint un taux de fiabilité dans les 50 à 60%. Alors, pourquoi j'ai évoqué 10% tout à l'heure? Parce que là, c'est à la fois la toxicité, mais également l'efficacité. Donc, quand on met les deux ensemble, le taux de fiabilité baisse jusqu'à 10%. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Haute Autorité de sécurité sanitaire aux États-Unis. Donc, ce sont des informations très, très claires, très, très importantes. Et donc, nous voyons pourquoi c'est tellement plus important d'utiliser des méthodes qui sont pertinentes et fiables pour l'être humain et pas se fier au modèle animal qui est vraiment quelque chose qui appartient au passé. Si vous étudiez l'histoire de la médecine, eh bien, on retourne en 1865 avec Claude Bernard, parce que c'est vraiment lui, à l'époque, qui était considéré comme un génie, c'est lui qui a, si vous voulez, encadré l'expérimentation animale comme discipline scientifique rigoureuse. Et il avait un certain charme, évidemment, et les gens ont considéré ça comme tout à fait normal, tout à fait acceptable. Alors oui, on peut excuser les gens en 1865, mais on ne peut pas excuser le fait que la réglementation
aujourd'hui qui impose les tests sur les animaux, à l'origine de cette réglementation qui exige les tests sur les animaux, nous trouvons le procès des médecins du procès de Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1947. Donc, nous sommes bloqués aujourd'hui par cette même réglementation issue du procès de Nuremberg. Est-ce que vous pouvez nous parler du procès de Nuremberg exactement, parce qu'on ne sait pas trop en quoi ça consiste? Alors, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un procès contre les nazis, surtout les médecins et les scientifiques nazis qui ont expérimenté sur des humains. Donc, dans les camps de concentration et les camps d'extermination, les médecins nazis ont utilisé des humains dans des expériences très cruelles. Pour voir à quel point le corps humain peut résister le froid, etc., etc. Donc, évidemment, il y a eu un procès. Donc, il y a eu deux procès après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, d'abord, le procès pour les crimes contre l'humanité, donc pour des massacres des civils, etc. Mais il y a eu également un deuxième procès qui est moins connu, qui s'appelle le procès des médecins. Et à ce deuxième procès, on a justement examiné, on a posé des questions aux scientifiques, aux chercheurs, aux médecins nazis qui ont pratiqué des expériences atroces, qui ont commis des atrocités. Et donc, il a été décidé au cours de ce procès d'encadrer l'expérimentation humaine, ce que l'on appelle aujourd'hui les essais cliniques. Les essais cliniques, c'est rien d'autre que l'expérimentation humaine. D'accord. Et donc, à l'époque, c'était tout à fait logique et raisonnable. Il semblait raisonnable avant de toucher à une personne. Il faut d'abord passer par des animaux, des modèles animaux. Alors, on ne va pas se contenter d'un rat, on va également tester sur au moins une autre espèce pour voir si les résultats sont comparables. Et quelque chose d'un peu plus grand qu'un rat. Alors, prenons un chien. Et donc, on a choisi le chien Beagle. Pourquoi le chien Beagle? Eh bien, parce que c'est tout simplement, c'est un chien qui n'est ni trop petit ni trop grand. C'est un chien qui va vous lécher la main après que vous l'aurez fait des choses atroces. Et donc, c'est un chien qui est soumis à l'homme. Et donc, c'est un chien qui est devenu un outil de laboratoire. Je peux vous dire en tant que vétérinaire et n'importe quel vétérinaire peut vous dire qu'entre espèces, entre races différentes de chiens, il y a des différentes susceptibilités à certains médicaments, à certains produits, etc., etc. Donc, vous pouvez dire aléatoire qu'on a choisi le Beagle, mais pas par hasard. Pas par hasard parce qu'il est ni trop petit ni trop grand et ce n'est pas un chien féroce. Et même en France, on l'utilise? Malheureusement, oui. Presque 3000 par an. Vous parliez avec One Voice, ils en élèvent aussi, non? Pardon? L'élevage dont vous avez parlé au début, que vous étiez allé visiter et qu'il y a un procès. Oui, exactement. C'est un élevage avec des beagles destinés à l'expérimentation animale. Normalement, à l'âge de 10 mois, ils sont envoyés au laboratoire. D'accord. Et du coup, c'est suite à ce... Ça veut dire qu'avant donc, ce procès des médecins, il n'y avait pas du tout de loi qui encadrait les expérimentations dans les essais cliniques? Je dirais qu'il y avait des codes éthiques volontaires donc, ou facultatifs. Si vous voulez, les universités où on pratiquait l'expérimentation animale avant le procès de Nuremberg, oui, on disait, ben, écoute, il ne faut pas trop faire mal à l'animal, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais ce n'était pas encadré. Alors aujourd'hui, c'est encadré par la directive de 2010. Cette directive est tout simplement un chartre pour les expérimentateurs sur animaux parce que c'est un chèque en blanc. C'est quasiment un chèque en blanc parce qu'il
ils sont autorisés de pratiquer des manipulations sur des animaux que si vous ou moi le faisiez en tant que civil, eh bien, nous irons en prison, hein, je peux vous dire. En fait, ils doivent le déclarer et tant que c'est... enfin, ils doivent faire certaines évaluations, mais ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, mais c'est juste que vu que c'est déclaré, ça marche. Enfin, ils sont Ben, autorisés. je vais vous dire, donc, pour retourner un tout petit peu à mon parcours, euh, c'est pertinent pour votre commentaire parce que je vais vous parler de mon expérience en tant que membre du comité cantonal pour l'expérimentation animale quand j'ai vécu en Suisse pendant 2 ans. Donc, je faisais partie d'un comité institutionnel, donc j'étudiais des dossiers et je posais des questions aux chercheurs. Alors, je vais vous donner un exemple pour caricaturiser. Mm. Donc, le chercheur va me dire oui, monsieur Ménache, je vais vous expliquer comment je respecte la directive. Alors, la directive, quelque chose de très important dans la directive, c'est le principe des 3 R. Je ne sais pas si vous connaissez le principe des 3 R. Oui, j'ai fait quelques recherches dessus. Alors, donc, la directive s'appuie sur le principe des 3 R. Les 3 R représentent la réduction, donc essayer d'utiliser le moindre d'animaux possible. Mm. Le raffinement, essayer de leur faire le moins mal possible. Et le remplacement, si vous pouvez remplacer l'expérience des animaux par d'autres méthodes, eh bien faites-le. Donc, le chercheur va me dire, oui, au lieu d'utiliser 120 rats, je vais utiliser 100 rats en utilisant des astuces biostatistiques pour que mon étude soit valable. Mais comme ça, je respecte le R de réduction. Donc, j'utilise 100 rats au lieu de 120 rats. J'ai épargné 20 rats. Mm. Et ça, c'est le R de réduction. Ensuite, le R de raffinement. Eh bien, le chercheur va me dire, je vais utiliser des antidouleurs. Tous les 8 heures, je vais donner des antidouleurs aux rats. Ils vont souffrir moins. Là, j'ai respecté le R du raffinement. Et remplacement, ben, figurez-vous, je ne peux pas remplacer cette étude parce que il me faut un système vivant complexe entier. J'étudie le cancer, donc j'ai besoin d'étudier le système immunitaire entier chez un animal vivant complexe entier. Et ça, je ne peux pas faire avec des cellules, des cultures cellulaires humaines. Alors, il a tout à fait raison, le chercheur. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas étudier le système immunitaire dans des cellules humaines, en culture. Par contre, quand je pose la question aux chercheurs, est-ce que vous pouvez me donner des preuves comme quoi votre modèle rat est représentant et fiable par rapport à la santé humaine? Et à ce point-là, à ce moment-là, le chercheur me répond, Monsieur Ménache, votre tâche est de veiller que l'on respecte les 3 R. Votre tâche n'est pas de mettre en question la validité du modèle animal. Et c'est là où j'ai compris que mes bras étaient liés, que je ne pouvais rien faire. Et c'est la raison pour laquelle toutes les études, tous les dossiers qui ont été proposés, ils ont tous été acceptés. Environ une centaine de dossiers au cours de l'année, ils ont tous été acceptés. Si un sur les 100 n'a pas été accepté, ben c'est pour des raisons techniques. Ce n'est pas parce que on avait réussi à mettre en cause la validité du modèle animal. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Ouais. Mais c'est une loi, les 3 R, c'est-à-dire c'est toutes les industries doivent l'appliquer ou c'est juste un Non, conseil? non, c'est un conseil, exactement. C'est un Mais c'est au conseil. niveau C'est un européen, non? conseil. Le problème, c'est très frustrant pour les militants des associations de protection animale parce que vous avez des méthodes déjà validées. Validées, ça veut dire quoi? Quand on parle de méthode validée, c'est en ce qui concerne la réglementation. Il faut faire la différence entre les tests sur les animaux dans le cadre de la réglementation, où on va tester des médicaments ou des substances chimiques destinées à autorisation de mise sur le marché. Donc, la population humaine va être exposée. Donc là, je parle de la réglementation. Mais vous avez également la recherche fondamentale.
Et donc, l'exemple que je vous ai cité maintenant avec les 120 rats, ça, c'est dans le cadre de la recherche fondamentale. Parfois, il y a un chevauchement avec la recherche appliquée, mais grosso modo, dans la recherche fondamentale, il n'y a aucune exigence d'utiliser des animaux. Vous faites ce que vous voulez. C'est la définition de la recherche fondamentale. Vous tirez une flèche dans le ciel. Vous ne savez pas où cette flèche va aboutir. Dans la recherche fondamentale, vous n'êtes pas obligé même d'obtenir un résultat. Ça, c'est ce que représente la recherche fondamentale. Donc, on ne parle pas de validation quand il s'agit de recherche fondamentale. Par contre, dans la réglementation, on parle bien de validation. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut que votre méthode qui va remplacer les tests sur les animaux soit validée pour être reconnue après par les autorités de réglementation. Valider, ça veut dire 3 labos indépendantes doivent tester votre méthode et si tout le monde obtient le même résultat et on voit que c'est une méthode qui est rigoureuse et qui est basée sur des bonnes données, à ce moment-là, on peut valider votre méthode et l'étape suivante serait de la proposer, par exemple, à l'OCDE afin d'obtenir une approbation, un feu vert de l'autorité de la réglementation pour que tous les pays, tous les États membres de l'OCDE utilisent ou au moins permettent d'utiliser cette méthode. Alors, tout ça, c'est facultatif. Tout ça, c'est facultatif. Donc, il existe peu de méthodes, je vais les appeler alternatives, j'aime pas le mot alternative, mais il existe peu de méthodes alternatives qui ont été validées parce que c'est un processus qui est très chronophage. Ça peut durer des années, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et après cela, vous avez encore 1 ou 2 ans pour que l'OCDE donne son feu vert. Donc, concrètement, pour l'industrie chimique, pour l'industrie pharmaceutique, pour eux, l'intérêt, c'est d'obtenir une autorisation de mise sur le marché de leurs nouveaux produits aussi vite que possible. Avec les animaux, en utilisant des animaux, ils peuvent obtenir une autorisation de mise sur le marché beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce qu'ils ont la possibilité de choisir la souche d'animal et l'espèce d'animal qui leur conviennent. Il n'est pas marqué dans la loi. Si vous voulez tester des médicaments pour le système cardiovasculaire, vous êtes obligé d'utiliser telle ou telle espèce ou telle souche. Non, non, non. Les industriels peuvent choisir l'espèce et la souche qui leur conviennent. Pour moi, c'est du bidouillage. Pourquoi c'est du bidouillage? Bien, je vais vous expliquer. Parce que si vous voulez, par exemple, mettre un produit sur le marché comme le bisphénol A, le bisphénol A, c'est un perturbateur endocrinien. Eh bien, ce n'est pas par hasard que l'industrie chimique a choisi le rat Sprague-Dawley, la souche Sprague-Dawley, puisque le rat Sprague-Dawley est l'animal de laboratoire le plus résistant aux effets hormonaux des perturbateurs endocriniens. Alors, c'est incroyable, mais les autorités de réglementation, avec les bras croisés, ont dit oui, allez-y. Si selon vous, c'est le modèle le plus propice, oui, c'est bon. Et alors, 30 ou 40 ans plus tard, on découvre que le bisphénol A est un perturbateur endocrinien, a des effets importants sur la santé humaine, des dégâts importants. Même chose avec le glyphosate et d'autres pesticides qui ont obtenu leur autorisation de mise sur le marché grâce aux tests sur animaux, avec aucun suivi ensuite. Et donc, c'est après 30 ou 40 ans qu'on constate des dégâts chez l'être humain. Alors, je vais aller encore un peu plus loin. Si nous prenons des médicaments pharmaceutiques, comme je vous les ai expliqués, il faut tester votre nouvelle molécule sur un rongeur et un non-rongeur d'abord. Alors, admettons, vous avez testé sur un rat et un chien, vous devez obtenir des résultats qui correspondent. Ça veut dire que si c'est toxique pour le rat et le chat et le chien, OK, mais si ce n'est pas toxique ni pour le rat ni pour le chien, à ce moment-là, vous pouvez passer aux essais cliniques chez l'humain. Et là, ça s'appelle essais cliniques en phase 1. Et phase 1, ce sont des volontaires sains normalement. Alors, vous allez donner des toutes petites doses de votre nouvelle molécule à ces volontaires sains qui vont chacun recevoir 2 000 €
pour ce test. Donc, ils vont recevoir le médicament, ils vont passer une journée dans une clinique. On va faire des prises de sang, etc., pour voir comment réagit le corps. Et à ce moment-là, on a pour la première fois des données humaines. Alors, on va faire la comparaison entre les données humaines des volontaires sains et les résultats qu'on a obtenus chez le rongeur et le non-rongeur, le chien et le rat. Si les résultats correspondent, très bien, on passe à la deuxième étape des essais cliniques, ce sont des personnes malades. Mais si les résultats du chien et du rat ne correspondent pas à ceux des volontaires sains, eh bien d'abord, il faut d'abord croire les résultats chez l'humain plus que le chien et le rat, forcément, parce que ce sont des données humaines. Et à ce moment-là, on est obligé, le fabricant du médicament est obligé de retourner au labo et chercher d'autres espèces pour remplacer son rat et son chien afin d'obtenir un rongeur et un non-rongeur qui donnent les mêmes résultats que ceux qu'on a vus chez les volontaires sains. Sinon, on ne peut pas passer à la deuxième phase. C'est pas du tout logique parce qu'ils savent que c'est dangereux, enfin, que ça va pas forcément marcher. Ben, c'est tout simplement les données du rat et du chien ne correspondent pas à l'être humain. Alors, vous allez retourner au labo, vous allez trouver deux espèces, pardon, un rongeur et un non-rongeur. Vous allez chercher jusqu'à ce que vous tombez sur deux espèces qui donnent le même résultat. Mais ça, c'est a posteriori. C'est ce que l'on appelle une corrélation rétrospective. Ce n'est pas de la prédiction. Ce n'est pas de la science, c'est du bidouillage. C'est du bidouillage. Voilà. Donc, et puis, vous avez, pour ceux qui sont encore, qui ne sont pas convaincus, eh bien, vous citez l'exemple du FDA de 9 médicaments sur 10 qui échouent au cours des essais cliniques parce qu'ils s'avèrent trop toxiques ou pas efficaces. Mais si dans la phase 1, on voit directement que c'est toxique ou néfaste pour l'homme, on arrête tout, non? On ne va pas chercher une autre espèce animale qui correspondrait quand même. Si vous voyez que l'être humain tolère assez bien votre médicament, eh bien, vous avez tout intérêt de retourner au labo et trouver un rongeur et un non-rongeur qui correspondent aux données humaines. Oui, si ce médicament s'avère toléré par vos volontaires sains. Oui. Mais sinon, non. Sinon, c'est fini, quoi. Alors, ce n'est pas fini parce que, oui, si c'est toxique si on voit que les volontaires sains sont rendus malades, oui, là, on va s'arrêter. Bien sûr, bien sûr. Mais comprenez également que on ne voit pas tous les effets secondaires chez les volontaires sains non plus. Parce que vous avez des personnes en bonne santé. Là, vous testez des médicaments sur des gens en bonne santé qui n'ont pas de pathologie. Évidemment, leur corps va supporter ce médicament mieux que les personnes qui sont malades. Et c'est pour ça que, admettons que 70% des médicaments échouent en phase 1 chez les volontaires sains, vous avez également des médicaments qui vont échouer après sur des malades parce que le corps est plus sensible, est plus faible. Oui. Voilà. Mais du coup, justement, on avait une autre question par rapport à ça, par rapport au modèle animal. Pourquoi est-ce que on a l'impression que les étapes pour les modèles alternatifs, pour qu'ils soient validés, ils sont plus compliqués que quand c'est un modèle animal. Parce que vous dites que il faut 80% ou 85% de réussite avec un modèle alternatif, alors que pourtant on voit que le modèle animal, il est facilement accepté, alors qu'il n'est pas du tout véridique par rapport à la réalité humaine, quoi. Alors, vous avez posé vraiment, vous avez mis vos doigts sur vraiment le bon point, parce que le modèle animal, lui, n'a jamais été validé. Il n'a jamais été validé. J'ai posé cette question que vous avez posée maintenant à une haute fonctionnaire du FDA en 1996. Elle m'a répondu, nous avons tant de données aujourd'hui, issues de tests sur les chiens, les rats, etc., qu'on se contente du fait qu'on a tant de données. Donc, c'est vrai, elle a dit oui, c'est vrai, le modèle animal n'a jamais été validé. Donc, c'est une aberrance, c'est une incohérence que aujourd'hui,
Ben, écoutez, d'un côté, heureusement qu'on applique une science rigoureuse pour accepter les méthodes alternatives. Donc ça, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait normal qu'on exige un taux de fiabilité de 85 à 90%. C'est ce qu'attendent les patients, c'est ce qu'attend notre société. Par contre, je pense que si le grand public savait que le taux de fiabilité, et ce n'est même pas un taux de fiabilité, c'est un taux de corrélation rétrospective, était de 10% grâce aux tests sur les animaux, je pense que s'il y avait une mobilisation du grand public, eh bien, on arrêterait demain les tests sur les animaux. Malheureusement, les tests sur les animaux sont tellement ancrés dans nos lois, dans notre réglementation, dans notre culture, dans notre enseignement, et le modèle animal, hélas, aujourd'hui, est toujours considéré comme le paradigme actuel de la recherche biomédicale, c'est-à-dire beaucoup plus facile pour un jeune chercheur d'obtenir une autorisation de pratiquer des expériences sur des rats ou des souris que d'obtenir du matériel humain destiné à l'incinération, des déchets chirurgicaux humains destinés à l'incinération, parce qu'il y aura moins de formulaires, à mon avis, à remplir si vous voulez utiliser des rats et des souris. C'est beaucoup plus facile également de publier un article utilisant des animaux, parce que vous auriez des résultats, c'est sûr. C'est sûr. Mais du coup, là, vous parlez que c'est ancré dans nos lois. Donc, comment faire pour que ces lois, elles soient modifiées? Il me semble que vous disiez qu'il fallait passer par le Parlement, mais enfin, comment faire concrètement pour que toutes ces lois, elles soient changées et qu'elles s'adaptent aux Alors, technologies actuelles? il faut amender les lois, il faut changer les lois. Pour changer les lois, il faut qu'il y ait une prise de conscience et surtout, il faut informer le grand public. Pour moi, l'atout le plus important pour changer les choses, pour changer les lois, c'est l'opinion publique. Parce que le public n'est pas dupe, mais il est peu informé. Je pense que beaucoup de choses que je vous ai racontées maintenant, vous ne saviez pas. Non. Et ça m'a pris 40 ans pour comprendre les enjeux. Parce que les industriels, ils cachent beaucoup de choses. Ils ne vont pas vous donner des informations. Ils cachent tout cela. Ils cachent leurs résultats négatifs. Tout ce qui ne leur convient pas, ils le mettent dans la poubelle. Donc ça m'a pris beaucoup de temps pour creuser, poser des questions, etc., de m'informer. Et là, je peux vous donner des informations qu'auparavant, je n'aurais pas eu. Alors, je vais vous donner l'exemple que j'ai cité dans le webinaire. C'est l'exemple du Botox. Donc, le Botox contient la toxine botuline. C'est la toxine la plus puissante connue au monde. Évidemment, les industriels ont dit on ne peut pas remplacer les souris parce que la souris, c'est un très bon, c'est en fait une éprouvette vivante pour tester les doses de Botox, la concentration de Botox dans chaque lot. Donc, effectivement, on utilisait les souris comme éprouvettes vivantes. Et puisque le Botox a une application cosmétique, à la fois cosmétique et médicale, mais une association aux États-Unis a lancé une campagne pour informer et mobiliser le grand public, pour leur dire, est-ce que vous pensez que c'est d'accord? Est-ce que vous pensez que c'est éthique, c'est moral de sacrifier, de tuer des millions de souris pour enlever les rides sur notre visage? Et cette campagne a été très bien menée et elle a abouti par le fait que le fabricant de Botox aux États-Unis a mis la main dans la poche et ce fabricant a développé une méthode utilisant des cellules humaines neuronales in vitro pour remplacer les tests sur les souris. Et cette méthode, qui est rigoureusement scientifique et fiable, a obtenu l'approbation du FDA, donc la haute autorité de sécurité sanitaire aux États-Unis. Je parle depuis 2011. Depuis 2011, cette méthode substitutive est en cours. Alors, il faut se poser la question, si nous possédons les technologies aujourd'hui pour remplacer les tests sur les animaux
dans le cadre de la réglementation pour la substance la plus toxique au monde, est-ce que ce ne sera pas possible de remplacer les autres tests sur les animaux pour des substances beaucoup moins toxiques, par exemple des médicaments, etc., etc. Donc, la réponse, évidemment, est oui. Le problème, c'est que pour mobiliser l'opinion publique, on peut le faire, par exemple, en mobilisant le pouvoir du consommateur dans le domaine des cosmétiques. Aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez acheter des cosmétiques testés ou non testés sur animaux. Donc, le consommateur, là, peut exprimer son choix, peut comment dirais-je, appuyer sur l'industrie de changer ses méthodes. Et c'est grâce à l'opinion publique que l'industrie cosmétique a mis la main dans la poche et a développé à ce jour 4 méthodes pour remplacer les tests sur les animaux en ce qui concerne la toxicité cutanée, donc uniquement la peau. Parce que les cosmétiques, selon la définition, s'appliquent à l'extérieur du corps. Et donc, ils ont fait ce travail. Malheureusement, en ce qui concerne les tests de toxicité pour une autorisation de mise sur le marché, si c'est pour les cosmétiques, mais surtout si c'est pour les produits pharmaceutiques, il y a environ 11 tests exigés. Alors, les 11, donc, on a remplacé 3 ou 4 grâce à l'industrie cosmétique, mais il reste encore 7 autres tests qui n'ont pas été remplacés. Et je pense que si l'industrie cosmétique avait collaboré avec l'industrie pharmaceutique à l'époque, quand ils ont commencé à développer ces méthodes, eh bien aujourd'hui, à mon avis, on aurait remplacé les 7 autres tests. Ça, c'est sûr et certain, parce que les technologies, nous les possédons. Sauf que pour les médicaments, on n'a pas le choix. Le consommateur n'a pas le choix d'acheter ou d'utiliser un médicament testé ou non testé sur les animaux. Ils sont forcément tous été testés sur les animaux. Sinon, ils n'auront pas obtenu leur autorisation de mise sur le marché. Donc là, vous n'avez pas les mêmes enjeux de la pression ou le pouvoir du consommateur. Donc, il faut utiliser d'autres stratégies. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, il y a des pays, je vais vous donner le pays qui, à mon avis, est le plus évolué dans ce sens, c'est les Pays-Bas, exactement. Donc, aux Pays-Bas, on estime que d'ici 2025, on pourra remplacer les tests sur les animaux dans le cadre de la réglementation. Alors, évidemment, si le Pays-Bas réussit à le faire, il n'y a aucune raison pour laquelle tout le monde ne peut pas le faire. Certainement, l'Europe peut suivre, les États-Unis, etc., etc. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les tests en matière de réglementation, parce que ça devient tellement, si vous voulez, tellement ridicule, tellement flagrant que les tests sur les animaux ne sont pas fiables. Je pense qu'à un moment donné, les chercheurs, les scientifiques, les responsables ne veulent pas être trop pointés du doigt. Le jour où il y aura une telle prise de conscience au sein du grand public, auprès du grand public, qu'on va dire, mais pourquoi est-ce que vous avez fait cela? Pourquoi est-ce que vous avez massacré des millions d'animaux pour aucun résultat? Vous êtes des criminels. Donc, je pense que oui, il y a une certaine prise de conscience. On ne peut plus cacher. On ne peut plus cacher le fait que le modèle animal n'est pas fiable pour la santé humaine. Pendant des décennies, si vous étudiez les campagnes des associations de protection animale, elles disaient tous, arrêtez l'expérimentation animale parce que c'est cruel. Ça fait souffrir les animaux. Alors, cela ne suffit pas. On peut choquer le public. On peut montrer des images et des vidéos choquantes, tournées en caméra cachée au grand public. Mais ça fonctionne à certains points. Oui, les gens vont envoyer des chèques à l'association pour dire bravo, continuez à faire ce travail. Mais à un moment donné, les chercheurs vont dire, écoutez, c'est soit votre chien, soit votre enfant. C'est un mal nécessaire. Et contre ces arguments-là, les associations de protection animale ne savent pas quoi dire. Ils n'ont pas de réponse. Et c'est ce qui manquait pendant des années. Le fait que beaucoup d'associations de protection animale manquaient le complément, l'appui des arguments scientifiques. Et donc, pour moi, on a besoin aujourd'hui des deux arguments. Si vous avez uniquement l'argument scientifique, l'expérimentation animale va perdurer encore 50 ans.
Si vous avez uniquement l'argument éthique, l'expérimentation animale va également perdurer encore 50 ans. Si vous avez les deux, eh bien, ça peut se terminer dans 5 à 10 ans. Ça, c'est la différence. Mais il faut avoir les deux ensemble parce que il faut choquer les gens. L'argument scientifique, tout seul, est sec. Il est incompréhensible au grand public, à la majorité du grand public qui n'ont pas de formation scientifique. Et si vous montrez des images choquantes, oui, les gens captent, ils comprennent. C'est affreux, c'est terrible, prenez un chèque, mais laissez-moi, ne montrez-moi pas ces photos, laissez-moi vivre ma vie, je vais continuer à prendre des médicaments, je vais continuer à utiliser des produits testés ou non testés sur les animaux. Voilà, voilà. Donc, c'est très, très, très complexe, c'est compliqué pour expliquer aux gens l'expérimentation animale ne fonctionne pas, le modèle animal n'a jamais été validé, il faut passer par le Parlement pour changer les lois. Tout ça, c'est compliqué. Donc, on a besoin de secouer les gens avec des images chocs. Mais les images chocs, comme je vous expliquais, ça fait 50% du boulot. Pour achever le boulot, et ce n'est même pas nécessaire. Je ne dis pas que les militants pour les droits des animaux doivent faire une formation de médecine vétérinaire. Non, pas du tout. Il suffit qu'ils sachent qu'il existe des arguments scientifiques performants contre l'expérimentation animale. Voilà, ça suffit. Parce qu'une fois qu'ils ont cette confiance, ils n'ont plus peur de ce chantage émotionnel que les chercheurs souvent utilisent en disant c'est votre chien ou votre enfant. On n'a plus peur. Parce que c'est la peur qui fait que ce système pourri perdure. Ok, merci. Et on a une autre question, mais je ne sais pas trop si vous y connaissez, c'est par rapport au clonage et au xénogreffe. Parce que on a lu certains articles dernièrement, comme quoi avec le cochon, on a pas mal de similarités et que des xénogreffes seraient envisageables, enfin des transplantations d'organes de l'animal du cochon vers nous. Puis on a vu aussi qu'il y avait du clonage animal et tout qui pourrait servir la recherche scientifique et on voulait savoir si vous y voyez un intérêt en termes d'éthique. Donc, il y a deux problèmes avec les xénogreffes. Le premier problème, c'est le rejet. Parce que, alors je vais vous donner un petit exemple. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut utiliser des valves issues de porc chez l'homme. Mais ces valves, c'est un petit morceau de tissu mort. Il a été stérilisé avec la formaldéhyde, donc c'est vraiment stérilisé, mais il est mort. Et ce tissu va tenir environ 10 ans chez le patient. Et après 10 ans, le corps va quand même le rejeter. Il faudra le remplacer. Alors par contre, si vous utilisez une valve issue d'un cadavre, ça va tenir le coup 20 ans. Donc c'est déjà plus performant que le valve du porc. Vous avez également des valves synthétiques qui, elles aussi, vont tenir 20 ans. Donc, déjà je vais vous donner un exemple où on peut remplacer l'utilisation de l'animal par d'autres méthodes, donc du matériel, du tissu humain ou du tissu synthétique. Alors, par contre, vous ne pouvez pas stériliser un cœur entier issu d'un porc. Parce que si vous le stérilisez, vous allez tuer les cellules. Donc, vous êtes obligé, si vous voulez transplanter un organe, pratiquer un xénogreffe d'un porc chez l'humain, même si ce même organe soit transgénique, je ne sais pas quoi, vous auriez toujours le problème du rejet. Et surtout si ce sont des tissus vivants et des cellules porcines vivantes. Et donc, ce patient sera obligé de prendre des doses importantes de médicaments immunosuppresseurs, donc pour éviter une réaction. Et donc là, vous allez affaiblir son système immunitaire. Et donc, plus souvent, le patient meurt de complications à cause du médicament que le xénogreffe lui-même. Donc, la science, jusqu'à présent, n'a toujours pas résolu le problème du rejet. C'est encore un énorme défi pour la science. Alors, le deuxième problème, c'est que quand vous transplantez un organe entier vivant d'un animal à l'homme, eh bien, c'est un peu comme le coronavirus. Vous allez mettre des virus de l'animal dans l'homme. Vous allez mettre des prions
Donc des prions qui sont beaucoup plus petits que les virus et beaucoup plus difficiles à détecter que les virus. Déjà, le virus, c'est très difficile à détecter. Vous avez également, comme nous, comme tout le monde, nous avons dans notre patrimoine génétique des particules, des provirus. Donc, nous avons des particules. Nous vivons avec des bactéries et des virus dans notre corps, normalement, sainement, sans problème. Mais il ne faut pas les réveiller. Alors, si vous voulez vraiment créer un environnement pour que les virus deviennent méchants, eh bien, vous le déplacez, vous le mettez hors cadre, vous le mettez dans un environnement qu'il ne connaît pas, où il ne se sent pas chez lui, il ne se sent pas bien. Et donc, justement, dans ces jours de confinement, de coronavirus, où on pointe du doigt le fait que l'homme mange des animaux sauvages, que nous sommes trop proches, l'homme est trop proche des espèces que normalement, il ne devrait pas être en contact intime avec ces espèces-là. Là, on crée des situations idéales pour que les virus mutent, pour qu'ils entrent dans notre corps et qu'ils deviennent méchants. Et donc, c'est une folie. Et d'ailleurs, je vais vous envoyer une tribune, justement, qu'est-ce qui est plus dangereux, les marchands vivants ou les xénogreffes? Je vais vous envoyer cette tribune. Ah, merci. J'avais une dernière question. C'est que dans donc la vidéo que vous nous avez envoyée du 24 avril, vous dites que c'est difficile pour les associations d'intervenir dans l'enseignement supérieur. J'aimerais bien comprendre pourquoi les associations, elles ont tant de difficultés à agir quand ça concerne l'enseignement supérieur. Alors, ce n'est pas comme la dissection, donc au niveau des lycées et des collèges, plutôt le lycée, où il s'agit de dissection. D'abord, c'est un animal mort. Deuxièmement, il existe des méthodes pour remplacer les dissections, beaucoup d'outils, beaucoup de modèles en silicone, la virtualité. La réalité virtuelle. Virtuelle, merci, etc., etc. On a beaucoup de... Justement, dans l'enseignement, il ne nous manque pas de méthodes de remplacement. Par contre, au niveau de l'université, là, c'est plutôt un choix. Ça veut dire un étudiant choisit de faire telle et telle étude. Et là, on va leur dire, dans le cursus, vous devez pratiquer l'expérimentation animale. Et si la personne dit non, j'ai pas envie, je vais faire autre chose, eh bien, cet étudiant peut être sanctionné ou peut perdre des points, etc., etc. Et là, c'est plutôt une question de objection de conscience. Ça veut dire que malheureusement, on n'est pas encore au niveau en France, comme en Italie, par exemple, où les étudiants ont le droit de conscience de dire, écoutez, ça va à l'encontre de mes principes éthiques. Il existe d'autres outils. Permettez-moi d'utiliser cela. Alors, actuellement, je peux vous dire que à l'Université de Lille, il y a 2 avocats qui ont préparé un travail justement pour aider un étudiant ou une étudiante au jour où cette personne décide de ne pas participer à l'expérimentation animale et est puni ou va perdre des points ou va échouer l'année à cause de cela. À ce moment-là, il y aura un procès. Donc, un précédent, ce sera une jurisprudence, parce que ce sera la première fois en France. Mais il faut trouver, si vous voulez, une cobaye humaine pour dire oui, je suis prête à perdre un an de mes études pour faire avancer la cause. Oui, dans notre école, il y a justement une fille en biotechnologie qui refuse de faire de l'expérimentation sur les animaux. Et enfin, je crois qu'elle est même menacée de ne pas être diplômée si elle ne réalise pas un certain nombre de dissections ou d'expérimentations. Alors, s'il vous plaît, dites-lui,
si elle veut me contacter, moi, je vais lui mettre en contact avec des juristes et des avocats. Ça va lui coûter rien parce que c'est pas elle qui va payer les frais des juristes et des avocats. Si elle a envie de faire ça, eh bien, je suis prête à l'aider. Ouais, ouais, je vous dirai. Ça marche, merci. Du coup, on vous a posé à peu près toutes nos questions. Ah, bah, c'était facile alors. Bah, après, aussi, si j'avais eu une petite question sur les armées, parce que, donc, encore une fois, dans la vidéo, vous parlez des recherches biomédicales dans l'armée. Mais moi, ça m'a surprise parce que je ne savais pas qu'ils faisaient des recherches, des expérimentations animales dans l'armée. Et du coup, ils font quoi, en fait, comme test sur les animaux? Alors, ils vont tester, par exemple, ils vont faire des tests balistiques. Donc, ils vont tester, par exemple, pare-balles, ça s'appelle? Oui, comme ça, Oui. ouais. Ils vont tester des pare-balles pour voir à quel point c'est résistant. Alors, ils vont prendre un porc, ils vont lui mettre le pare-balles, et puis à côté du porc, ils vont l'endormir, évidemment, et puis ils vont faire exploser l'engin à côté, etc. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des modèles silicone Oui, des qui mannequins. représentent plus ou moins la résistance de la chair. Parce que c'est ça qu'on veut savoir. D'accord. Quel est l'effet, l'impact de l'explosion, du boom, Donc ça, c'est traumatisant à pour part l'animal. les petits morceaux, les fragments, etc., les éclats. Mm. Donc, ce n'est pas, c'est vraiment, ce sont de vieuses habitudes. Très souvent, vous allez trouver que les personnes qui font ça, si vous faites des recherches sur leur parcours, c'est quelque chose qu'ils font pendant 30 ans. Donc, ils l'ont toujours fait comme ça. Ils ne vont pas changer maintenant parce qu'après-demain, ils vont prendre leur retraite. Ils ne vont pas changer d'habitude. Donc, ils vont continuer comme ça. C'est quelque chose qui date de 30 ans. Et pourquoi changer les habitudes? Parce que déjà, l'expérimentation animale, c'est quelque chose assez secret. Ça se passe derrière des murs, dans des labos souterrains, et à l'armée, encore plus secret. Donc ce sont vraiment tout simplement des mauvaises habitudes. Alors, on va tester, donc je vous ai donné cet exemple-là. On va également tester l'effet de gaz, l'effet de substances toxiques qui pourraient être utilisées dans des combats, etc. D'accord. Mais à quoi ça sert de le tester sur des singes? À quoi ça sert de le tester sur des rats? Ça sert à rien, absolument rien. Et à nouveau, je répète ce que j'ai dit. Ce sont des gens qui l'ont fait pendant 30 ans. C'est plus une habitude que... C'est exact, mais c'est une mauvaise habitude. C'est le problème. Ce n'est pas scientifiquement rigoureux. D'accord. C'est plus par habitude qu'ils continuent à faire ça. Et évidemment, ça provoque la souffrance animale inutile. Bah oui, j'imagine que les animaux, enfin, les cochons sur qui on teste les gilets pare-balles, c'est assez traumatisant Oui. comme expérience. Ouais, c'est clair. Et aussi, vous disiez que vous aviez trouvé des chiffres, enfin que vous avez fait des recherches parce que l'État ne les donnait pas, comme quoi il y avait 2,1 millions d'animaux qui étaient dans des laboratoires mais qui n'étaient pas utilisés. Du coup, je me Oui. demandais comment vous aviez trouvé ces chiffres et pourquoi ils ne sont pas utilisés, tous ces animaux, pourquoi ils les gardent en laboratoire s'ils ne s'en servent pas? Alors, je vous donne la réponse. Donc, il me semble que j'ai trouvé ce chiffre dans un rapport ou sur un site. Et puis, j'ai eu la confirmation il y a quelques mois, quand j'ai participé à une mission d'information avec une députée. Et à cette mission d'information, il y avait une représentante du ministère de la Recherche. D'accord. Et cette personne, donc j'ai évoqué ce chiffre de 2,1 millions, et cette personne m'a dit oui, c'est tout à fait juste. Et c'est même sur notre site. Ok, j'ai dit merci beaucoup. Après, j'ai cherché sur le site du ministère, je ne l'ai pas trouvé. J'ai vraiment creusé. Je n'ai pas D'accord. trouvé ce chiffre-là. Et donc, évidemment, personne connaît ce chiffre de 2,1 millions. Ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, au Royaume-Uni, le Royaume-Uni publie des chiffres plus ouvertement. Donc, au Royaume-Uni, les trois grands consommateurs d'animaux de laboratoire en Europe,
c'est le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Alors, si on utilise environ 11 ou 12 millions d'animaux par an en Europe, eh bien, sachez que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ensemble, c'est presque les 12 millions. C'est presque 12 millions, les trois ensemble. Donc, ce sont les trois les plus grands consommateurs. Parce Alors, que je les me autres disais, pays ne font pas de recherche ou ils font beaucoup moins, c'est ça. C'est 200 000, 50 000, ce sont des chiffres beaucoup moins importants que 4 millions. D'accord. Beaucoup moins importants. Et donc, je me suis dit, ce n'est pas logique parce que j'ai vécu au Royaume-Uni pendant 11 ans et je connais le système. Donc, eux, ils publient des chiffres vraiment, j'avoue que c'est vraiment honnête. Donc, au Royaume-Uni, c'est 4 millions d'animaux par an, dont une partie ne sont pas utilisés. Mais c'est 4 millions d'animaux par an. Et la France, c'était 1,9 million, donc disons 2 millions. Alors, je me suis dit, mais comment est-ce possible que la moitié en France qu'en Angleterre, alors que les deux pays, donc nous avons quasiment la même population, ce sont des grands pays et il y a beaucoup de labos, etc., etc. Et donc, finalement, j'ai compris, quand j'ai découvert le 2,1 millions d'animaux cachés et que le représentant du ministère de la Recherche l'a confirmé, j'ai également posé une question écrite sur le site du ministère de la Recherche. Parce que vous avez la possibilité de poser des questions. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me envoyer le lien où se trouve ce chiffre de 2,1 millions qui a été confirmé par votre représentante à cette réunion? Eh bien, à ce jour, zéro réponse. Et ça fait plus d'un mois que j'attends. Donc, pour moi, ce n'est pas correct. Donc là, je vous donne la confirmation que c'est 4 millions par an. Alors, pourquoi ils ne sont pas utilisés? Ben, en grande partie, ce sont des rongeurs, donc des souris génétiquement modifiées. Génétiquement modifiées, pourquoi? Parce que pour obtenir des lignées de souris génétiquement modifiées. Donc, vous avez besoin des parents, des grands-parents, etc., pour continuer à reproduire cette lignée de souris génétiquement modifiées. Mais vous n'allez pas les utiliser, eux, dans vos essais, dans vos études. Vous utilisez les petits, les dernières générations. Voilà, exactement. Donc c'est pour vous expliquer. Et puis, évidemment, avoir un stock. Pourquoi avoir un stock? Ben, au cas où quelque chose se passe mal et vous avez tué vos 100 ou 2000 rats et vous avez besoin d'autres animaux, eh bien, au moins vous avez un stock. Alors, je sais que aux États-Unis, je ne sais pas en France parce qu'on n'en parle pas, mais aux États-Unis, pendant le confinement, vous avez des chercheurs qui sont allés au labo, ils ont euthanasié des milliers d'animaux parce qu'il y avait si peu de personnel pour s'en occuper, pour les nourrir tous les jours, etc. Donc, je dirais que ce sont plutôt ces animaux-là qui sont en stock, en surplus, qu'on a euthanasié. D'accord. Et en France, ils n'en parlent pas, ils ne communiquent pas sur ce qui se passe pendant le Covid-19, mais Rien du tout, rien du tout. parce qu'en soi, c'est vrai qu'eux aussi, ils sont un peu à l'arrêt dans le laboratoire de recherche et que les animaux, faut les entretenir. Tout à fait. D'accord. Du coup, encore une fois dans votre vidéo, vous parlez d'une interview, enfin, vous dites que vous avez interviewé une urgentiste. Oui. Et du coup, est-ce qu'on pourrait avoir accès à cette interview ou vous pouvez nous dire ce que vous en avez sorti de cette interview? Alors d'abord, je note, je vais vous envoyer le lien vers tous les interviews que j'ai fait. Avec l'urgentiste, c'est une des dernières. Donc, vous allez voir environ une trentaine d'interviews. Le but était d'interviewer des chercheurs, des médecins qui sont opposés à l'expérimentation animale pour des raisons scientifiques et éthiques. Et donc, pourquoi 36? Parce que j'ai voulu interviewer un expert dans un maximum de domaines, donc un psychiatre, un urgentiste, un vétérinaire, etc., etc. Donc là, vous allez vous régaler. Vous allez trouver donc beaucoup d'interviews et des interviews très, très intéressantes, très pointues, qui expliquent vraiment, on n'a pas besoin, parce que là, vous avez un témoignage d'un expert ou d'une experte qui dit, moi, j'ai jamais pratiqué l'expérimentation animale. J'ai sauvé des millions de vies humaines, j'ai jamais touché à un animal. Oui. Donc, c'est possible.
C'est pour montrer aux gens que c'est possible. C'est ça, que c'est réalisable et qu'on peut faire autrement que... Exactement. Exactement. C'est une question de volonté, c'est tout. Une volonté. Vas-y, Evan. Non, rien, bah, je suis d'accord. Ah, je crois que Puis tu en voulais plus, dire. s'il y avait plus de subventions qui étaient mises justement pour la recherche technologique et à la limite de se rapprocher d'un modèle alternatif qu'animal, bah, ce serait encore plus performant. Mais bon, c'est pas le cas. Les modèles existent. Les modèles existent. Quand je vous parlais tout à l'heure des 11 tests requises pour la toxicologie, pour la réglementation, et que l'industrie cosmétique a mis la main dans la poche et a développé et fait valider 3 ou 4 sur 11, eh bien pour les autres, les méthodes y existent déjà, elles sont là, elles sont au point, sauf qu'elles n'ont pas été validées. Parce que, comme je vous expliquais, l'industrie pharmaceutique et chimique ne va pas perdre son temps à attendre 7 ans pour faire valider une méthode pour remplacer les tests sur animaux, alors que les tests sur animaux sont tellement utiles pour eux, sont tellement pratiques. C'est parce Oui. qu'ils peuvent manipuler les résultats. On ne peut pas manipuler les résultats quand on utilise uniquement du matériel humain. Beaucoup plus difficile à manipuler les résultats, beaucoup plus difficile. Donc, ça va Mais c'est juste ralentir que votre autorisation de mise sur le marché. D'accord. vous avez dit que par exemple pour la recherche en cancérologie, c'était pas possible pour l'instant de trouver des méthodes alternatives, mais c'est parce qu'il n'y a pas trop de subventions pour ça non plus. Répétez, s'il vous plaît, je n'ai pas entendu le début de la question. Vous avez dit que pour la recherche en cancérologie, par exemple, c'était La recherche en obligatoire quoi? d'avoir des La recherche en cancérologie, en pour les cancérologie. cancers. Non, non, Vous avez... l'exemple que je donne, non, excusez-moi. Non, l'exemple du cancer, c'est le chercheur qui me disait, j'ai besoin d'un système vivant complexe entier. Je ne peux pas le faire avec des cellules en culture. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que je ne pouvais pas mettre en cause, excusez-moi, on ne me permettait pas d'expliquer que le rat vaut rien. Le rat ne peut pas prédire les faits. D'abord, 80% des cancers chez les animaux sont des sarcomes. 80% des cancers chez l'homme sont des carcinomes. Très différents. Donc aujourd'hui, on peut étudier le cancer sans animaux. On a tant de données humaines. Donc, des gens qui sont malades avec le cancer, on fait de biopsies. D'ailleurs, aujourd'hui, on applique ce que l'on appelle la médecine personnalisée aux malades, les gens qui ont le cancer, parce qu'on prélève une biopsie. On prélève une biopsie du cancer, on l'analyse. Excusez-moi un instant. Hein. Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Bonjour. Oui, est-ce que je peux vous rappeler parce que je suis en conférence actuellement? Ah, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Excusez-moi. Pas de problème. Donc, en ce qui concerne le cancer, aujourd'hui, nous avons ce que l'on appelle la médecine personnalisée. Ça veut dire, on prend une biopsie à partir d'un patient, on l'analyse, on teste certains médicaments, molécules sur cette biopsie en labo pour trouver le médicament le plus adapté à cette personne et à son système immunitaire. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous avez deux jumelles identiques, donc monozygotes, qui à l'âge de 35 ans, toutes les deux découvrent qu'ils ont le cancer du sein. Elles vont aller à l'hôpital, on va faire un dépistage de la tumeur et on va découvrir qu'il y a de toutes petites différences entre l'ADN du cancer chez ces deux jumelles identiques. Et donc, à cause de cette toute petite différence, une va recevoir chimiothérapie ABC et sa sœur va recevoir chimiothérapie DEF. Et l'une va recevoir la radiothérapie et l'autre ne va pas recevoir la radiothérapie.
qu'est-ce que cet exemple nous montre? Que si une jumelle identique ne peut pas prédire le type de cancer ni le traitement pour sa sœur jumelle, comment est-ce qu'un rat va prédire un traitement pour l'homme? C'est vraiment dangereux ces expérimentations Voilà. animales pour la Mais santé comment humaine. est-ce qu'on pourrait faire alors pour développer de nouvelles thérapies? Ben, on étudie d'abord des cancers chez l'homme, des cancers chez l'homme. On a donc les biopsies, des prélèvements de cancer chez les personnes et on teste des molécules dans le labo sur les cancers, spécifiquement sur le cancer. Mais il faut comprendre quelque chose, que tester sur un animal ne vous donne pas la réponse pour une autre espèce. Ni le chien, ni le chat, ni le singe, ni pour l'homme. Donc, il faut se baser sur des méthodes fiables, scientifiquement fiables. Aujourd'hui, les méthodes que nous possédons, in vitro, in silico, ne sont pas 100% fiables. Elles sont 85% fiables. Mais par rapport aux 10% ou à 50% de l'animal, moi, je préfère 85% que 10% ou 50%. Je pense que là, tout le monde serait d'accord. Oui, c'est Alors, les données. il faut comprendre, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Aussitôt que vous comprenez cet argument, automatiquement, le modèle animal, on le met à la poubelle, tout de suite. Parce qu'il ne vaut rien, il vaut rien. Les méthodes substitutives que nous avons aujourd'hui sont performantes à peu près 85%. Et plus la technologie évolue, plus on aura de meilleurs résultats. Et puis, on ne se fie pas à une seule méthode. Il faut se fier à une gamme pour, comme j'ai dit tout à l'heure, éviter les fausses positifs et les fausses négatifs. Ok, merci. Du coup, là, je pense qu'on n'a plus de questions. Enfin, moi, personnellement, non. Oui, oui. On transcrive ça aussi. Donc, expliquez-moi le parcours. Vous allez, votre thèse ou votre travaux, vous devez présenter un TP ou quoi? Oui, on est en train d'écrire un article sur l'expérimentation animale. Et du coup, dans cet article de presse, on doit avoir une interview ou plusieurs. D'accord. Et vous pouvez me l'envoyer une fois qu'elle est publiée? Oui, on pourra vous l'envoyer. Oui. Voilà, on en est au début, mais une fois qu'on l'aura fini, on vous l'envoie. D'accord. Oui. Donc, je vais vous envoyer les éléments dont je vous ai parlé. Et si vous avez, et en plus, l'enregistrement de cette interview. Et puis, si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas. Oui. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, peut-être que vous pourrez nous aider parce qu'on aimerait bien aussi interviewer une personne qui est vraiment maintenant en train de bosser sur l'expérimentation animale et qui travaille dans les labos et juste avoir son ressenti par rapport à son métier tous les jours, s'il se pose des questions ou non. Ou si vous avez des contacts. Eh bien là, à mon avis, vous pouvez contacter n'importe quelle institution comme le CNRS et leur demander s'il y a quelqu'un qui est disponible pour vous parler. Parce qu'on avait essayé de contacter des entreprises ou enfin, ce qu'on avait trouvé qui faisaient des expérimentations animales, Oui. mais soit on n'avait pas de réponse, soit ils refusaient. On voulait avoir plusieurs avis sur le sujet. Bien sûr. Et on n'arrivait pas forcément. Les associations nous répondaient, ceux qui étaient contre nous répondaient, mais quand on cherchait des témoins qui étaient pour l'expérimentation animale, on avait moins de facilité à avoir une réponse. Je pense aujourd'hui, ils se méfient un peu parce que ils ont été exposés plusieurs fois par soit caméras cachées ou soit des personnes, des étudiants même. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Profession animale de laboratoire. Non, désolé. Par Audrey Jougla. Donc, c'est une personne qui a fait sa thèse sur l'expérimentation animale et donc pendant 1 an, elle a été invitée au labo. Elle a vu des animaux, elle a discuté avec des chercheurs et finalement, elle a rédigé un livre où elle expliquait ce qui se passait dans le labo. Et donc, les chercheurs étaient très, très malheureux avec ça. Oui. Donc, ils se méfient.
Mais je pense que tôt ou tard, vous allez trouver quelqu'un qui est prêt à parler avec vous. À mon avis, il suffit de contacter le CNRS, de parler au porte-parole du CNRS en leur expliquant que vous êtes vraiment des vraies étudiantes et que c'est un vrai travail. Et s'ils ont besoin de voir un justificatif, quelque chose de votre établissement, de l'INSA, eh bien, vous pouvez leur fournir ce justificatif. Oui, on leur dit qu'on va avoir tout. Notre but, c'est de faire un article qui soit objectif et donc il faut qu'on ait toutes les parties, enfin tous les points de vue. Voilà. Oui. D'accord, on essaiera de les contacter. Merci beaucoup Merci. pour cette information supplémentaire. Et merci pour votre temps. Écoutez, donc je vais arrêter l'enregistrement. D'accord. Ok. Et puis, je vais le télécharger et je vous l'envoie. D'accord, merci. Super, merci.